Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance sur les fonctions de plusieurs variables. Je vous propose aujourd'hui de travailler plus précisément la notion d'extrémum local ou global d'une fonction de deux variables. Nous allons dans un premier temps revenir sur les propriétés fondamentales des extrémums d'une fonction d'une variable et notamment le lien avec la dérivée, une interprétation graphique. Et dans un deuxième temps, nous allons généraliser cela aux fonctions de deux variables, voir le lien entre extrémum en un point et le gradient, et une interprétation graphique. Dans un troisième temps, nous verrons une condition suffisante d'extrémum sur un ouvert pour une fonction de classe C2. Et enfin, nous terminerons par un exercice récapitulatif permettant de reprendre l'ensemble des méthodes et des points de cours envisagés dans cette séance. Je vous souhaite une bonne séance de cours et j'espère que cela vous sera utile. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder les notions fondamentales pour la recherche des extrémums d'une fonction de plusieurs variables, commençons déjà par quelques rappels élémentaires sur les fonctions d'une variable. On considère tout d'abord une fonction f dérivable sur un intervalle ouvert de R à valeur dans R. Je rappelle que si f a un extrémum, local ou global en un point x0 appartenant à i, alors nécessairement f' de x0 est égal à 0. On retiendra en particulier que la condition nécessaire ici d'extrémum, à savoir que la dérivée s'annule, n'est valable que si la fonction est définie sur un intervalle ouvert, mais n'est plus valable si la fonction est définie sur un intervalle fermé. On se souvient par exemple qu'une fonction continue sur un segment AB admet nécessairement un maximum et un minimum, peu importe que la dérivée s'annule. Par exemple, on pourra retenir que la fonction f qui a x associe x sur le segment 0,1 admet un maximum en 1 égale à 1, et pourtant sa dérivée, constante égale à 1, ne s'annule jamais. Attention, la réciproque est fausse, et ce n'est pas parce que la dérivée s'annule que nécessairement la fonction admettra un extrémum. Graphiquement, si f est une fonction dérivable sur un intervalle ouvert et si f a un extrémum local en x0, ce résultat signifie que son graphe admettra toujours une tangente horizontale en x0. Mais encore une fois, la réciproque est fausse. Regardons sur un exemple graphique comment interpréter cela. On peut observer ici que la fonction admet trois extrémums locaux au point A, B et D. Au point A et D, il s'agit de maximums locaux et au point B, il s'agit d'un minimum local. On constate qu'effectivement, les tangentes au graphe au point A, B et D sont des tangentes horizontales, ce qui traduit le fait que les nombres dérivés de f au point d'abscisse -6, -2 et 3 sont égaux à 0. En revanche, on peut observer qu'au point C de coordonnées 1, 1, il y a également une tangente horizontale, et pourtant, la fonction n'admet pas en ce point d'extrémum local. Démontrons ce résultat. On suppose pour simplifier que f admet un maximum global sur i, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à i, f de x est inférieur ou égal à f de x0. Le résultat se démontrerait de manière analogue en supposant qu'il y a un maximum local uniquement. Il suffirait simplement de réduire l'intervalle i à un intervalle i' plus petit, incluant i et contenant x0, sur lequel l'extrémum sera global. Rappelons que comme f est dérivable en x0, on sait que f' de x0 est égal à la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Nous allons maintenant exploiter le fait que f admet en x0 un maximum pour étudier le signe de f de x moins f de x0 sur x moins x0. On peut déjà remarquer que quel que soit x appartenant à i, f de x moins f de x0 est toujours négatif ou nul. Et donc il s'agit maintenant d'étudier le signe du numérateur. D'une part, lorsque x est inférieur ou égal à x0, x moins x0 est aussi négatif, donc le quotient va être positif. Et d'autre part, quand x est supérieur ou égal à x0, x moins x0 sera positif, et donc le quotient sera lui négatif ou nul. Et par conséquent, en prolongeant les inégalités, quand x tend vers x0 par valeur inférieure, le taux d'accroissement aura une limite positive ou nulle, et par valeur supérieure, le taux d'accroissement aura une limite négative ou nulle. Rappelons que ces limites existent et sont finies, puisqu'on sait que f est dérivable en x0. Il en découle que f' de x0 est d'une part positif ou nul, puisque c'est le nombre dérivé à gauche, mais aussi d'autre part négatif ou nul, puisque c'est aussi le nombre dérivé à droite. Et donc, finalement, f' de x0 est nécessairement égal à 0. Donc on se souviendra que si une fonction f d'une variable est dérivable sur un intervalle ouvert de R, alors en tout point où elle a un extrémum, son nombre dérivé s'annule. En revanche, on se souviendra également que la réciproque est fausse. Souvenez-vous de l'exemple graphique étudié précédemment. On peut aussi avoir en tête l'exemple de la fonction qui a x associe x puissance 3, qui n'a pas d'extrémum sur R, et pourtant sa dérivée s'annule en 0. Nous allons maintenant généraliser ce résultat aux fonctions de deux variables.
On considère donc une fonction f de classe C1 sur un ouvert oméga de R carré et un élément x0 égale AB de oméga. Si f a un extrémum, qu'il soit local ou global en x0, alors nécessairement, le gradient de f en x0 est égal à 0. En revanche, on se souviendra que la réciproque, encore une fois, est fausse. Ça n'est pas parce que le gradient de f s'annule que nécessairement la fonction admettra un extrémum, local ou global. On se souviendra surtout également que ce résultat n'est vrai que sur une partie ouverte, de même que pour une fonction d'une variable, le résultat n'était vrai que sur un intervalle ouvert. Un élément x0 de oméga vérifiant gradient de f de x0 égale 0 est appelé point critique de f sur l'ouvert oméga. Encore une fois, nous pouvons interpréter ce résultat graphiquement en envisageant une fonction f de classe C1 sur un ouvert oméga de R carré. Je rappelle que le gradient de f en un point A de oméga est le vecteur de R2 indiquant la direction de plus forte pente en A. Ainsi, si le gradient de f en x0 est égal à 0, cela signifie que le plan tangent au graphe de f en x0 est le plan horizontal d'équation z égale f de x0. Par exemple, observons ici une fonction admettant un minimum, en l'occurrence ici global. On peut observer que le plan tangent au point où il y a un minimum global est un plan horizontal. En revanche, je rappelle que la réciproque est fausse, et donc par exemple, observons une autre fonction. On observe ici la présence d'un plan tangent horizontal également, et pourtant, en ce point, la fonction n'admet pas d'extrémum, qu'il soit local ou global, puisqu'on peut observer que le graphe traverse le plan. Au voisinage du point, une partie est au-dessus du plan, ce qui s'oppose à l'existence d'un maximum local, tandis qu'une partie est en dessous du plan, ce qui s'oppose à l'existence d'un minimum local ou global. On retiendra que si f est une fonction de classe C1 sur un ouvert oméga de R carré, et si f a un extrémum local ou global en un point, alors nécessairement son gradient en ce point s'annule. En revanche, ça n'est pas parce que le gradient s'annule que nécessairement la fonction admet un extrémum. Donc d'une manière générale, on pourra se souvenir que dans la recherche d'extrémum d'une fonction de plusieurs variables, de deux variables en l'occurrence ici, mais ça sera la même chose pour une fonction de plus de deux variables, la première étape sera de s'assurer qu'on travaille sur un ouvert, si on peut. Ensuite, vérifier que la fonction est de classe C1. Et ensuite, de chercher les points critiques de la fonction. C'est-à-dire de chercher les points où le gradient s'annule. Une fois qu'on aura trouvé les points critiques, on essaiera point par point de savoir s'il y a effectivement extrémum en ce point. Donc pour savoir si en un point donné il y a un extrémum local ou global, il s'agira, si on a un point critique x0, d'étudier le signe de f de x moins f de x0 quand x est au voisinage de x0. Alors l'étude peut parfois être relativement compliquée. Heureusement, on dispose d'un premier théorème fondamental qui nous donne une condition suffisante d'extrémum local en un point critique. Dans le cas d'une fonction f de classe C2 sur un ouvert oméga, et x0, un élément de oméga tel que gradient de f en x0 soit égal à 0, autrement dit un point critique de f, si les valeurs propres de la matrice Sienne de f en x0 sont toutes strictement positives, alors f admet un minimum local en x0. Si les valeurs propres sont toutes strictement négatives, alors f admettra un maximum local en x0. Et enfin, si le gradient admet une valeur propre strictement positive et une valeur propre strictement négative, alors elle n'a pas d'extrémum en x0. On dira que x0 est un point col ou un point cell de f. Il y a un dernier cas qui n'a pas été évoqué ici, le cas où 0 serait valeur propre de la matrice hessienne. Dans le cas où 0 est valeur propre de la matrice hessienne et où l'autre valeur propre est donc strictement positive ou strictement négative, on ne pourra rien conclure. Il est possible que f admette un extrémum dans ce cas, mais il est aussi possible qu'elle n'admette pas d'extrémum. Et dans cette situation, il faudra se ramener à la définition et étudier plus précisément le signe de f de x moins f de x0. On retiendra donc que dans la recherche des extrémums d'une fonction de deux variables de classe C2, dans un premier temps, on s'assurera qu'on travaille bien sur un ouvert. Si c'est le cas, dans un deuxième temps, on cherchera les points critiques en résolvant l'équation gradient de f de x égale 0. Puis, en tout point critique, on s'intéressera au signe des valeurs propres de la matrice hessienne. Appliquons ces théorèmes avec un exemple. Considérons la fonction qui a xy associe x puissance 3 plus y puissance 3 moins 6xy. R2 est un ouvert, donc pour déterminer les extrémums de f sur R2, on va procéder ainsi.
Tout d'abord, on va justifier que f est de classe C2 sur R2. Ensuite, comme R2 est un ouvert, on va chercher les points critiques de f, c'est-à-dire résoudre l'équation gradient de f de xy égale 0. Ensuite, en chacun des points critiques, on étudiera le signe des valeurs propres de la matrice hessienne pour savoir s'il y a un extrémum local ou non. Et enfin, en tout point où il y a un extrémum local, on se demandera finalement si l'extrémum est global ou non. Retenez bien cette démarche car ce sera en pratique la démarche qui sera utilisée dans la quasi-totalité des situations. Alors tout d'abord, la fonction est une fonction polynôme, donc elle est bien de classe C2 sur R carré. Et pour avoir ses dérivées partielles d'ordre 1, on dérive d'une part par rapport à x, la première dérivée partielle d'ordre 1 est donc égale à 3x carré moins 6y. Et ensuite, pour avoir la deuxième dérivée partielle d'ordre 1, on dérive cette fois par rapport à y. Et cette deuxième dérivée partielle d'ordre 1 est donc égale à 3y carré moins 6x. Maintenant qu'on a trouvé les dérivées partielles d'ordre 1, on peut s'intéresser à la recherche des points critiques. Pour tout xy appartenant à R carré, le gradient de f en xy sera donc égal à 0 si et seulement si les deux dérivées partielles d'ordre 1 s'annulent. On peut ici simplifier les deux équations en divisant par 3, ce qui nous donne x au carré moins 2y égale 0 et y au carré moins 2x égale à 0. Et ensuite, par substitution, la première ligne nous donne y égale x carré sur 2. En remplaçant dans la deuxième ligne, on en déduit x puissance 4 sur 4 moins 2x est égal à 0. Pour résoudre ce système, il s'agit maintenant de résoudre la dernière équation, x puissance 4 sur 4 moins 2x égale 0. Pour cela, on peut factoriser x sur 4. On en déduit que y est égal à x carré et que x sur 4 facteur de x puissance 3 moins 8 est égal à 0. Ce qui donne ou bien x égale 0 ou bien x égale 2, puisque la fonction qui a x associe x puissance 3 est bijective de R sur R et que 2 puissance 3 est égal à 0. Et donc ainsi, 0, 0 et 2, 2 sont les seuls points critiques de f sur R carré. Et maintenant qu'on a trouvé les points critiques de f sur R carré, il va s'agir de savoir dans un premier temps s'il est extrémum local ou non en ces points. Pour cela, on va calculer la matrice hessienne en 0, 0 et en 2, 2 et s'intéresser aux signes de leurs valeurs propres. Tout d'abord, on calcule la matrice hessienne en tout point, qui est égale à 6x moins 6 et 6y. C'est bien une matrice symétrique réelle puisque, je rappelle, f est de classe C2. Donc en particulier, en 0, 0, la matrice hessienne est égale à 0, moins 6, 0. Et en 2, 2, elle est égale à 12, moins 6, 12. Pour savoir s'il y a extrémum en ces points, on s'intéresse maintenant aux signes des valeurs propres de ces deux matrices. En notant A, la matrice hessienne en 0, 0, A moins lambda I est égal à moins lambda, moins 6, moins lambda. Et maintenant, on sait que lambda est valeur propre de A si et seulement si A moins lambda I n'est pas inversible. C'est-à-dire si et seulement si son déterminant est égal à 0. Et en résolvant l'équation déterminant de A moins lambda I égale 0, on en déduit que lambda égale 6, ou bien lambda est égal à moins 6, ce qui prouve que les valeurs propres de A sont moins 6 et 6. On observe que A admet une valeur propre strictement négative et une valeur propre strictement positive, ce qui permet d'affirmer que F n'admet pas d'extrémum en 0, 0. Le point 0, 0 est donc un point sel de F. Maintenant, on va faire la même chose au point 2, 2. On observe que B moins lambda I est égal à 12 moins lambda, moins 6, 12 moins lambda. Encore une fois, pour trouver les valeurs propres, il suffit de résoudre l'équation déterminant de B moins lambda I égale 0. Donc le déterminant de B moins lambda I est égal à 0 si et seulement si 12 moins lambda au carré moins 6 au carré est égal à 0. On reconnaît une identité remarquable, donc on peut factoriser, ce qui nous donne 6 moins lambda facteur de 18 moins lambda est égal à 0. Et donc les valeurs propres de B sont 6 et 18. Cette fois-ci, on observe que les deux valeurs propres de B sont strictement positives, ce qui assure que F admet en 2, 2 un minimum local. Et ce minimum local, après calcul, est égal à moins 8. Maintenant que nous avons déterminé l'unique extrémum local de F, il s'agit de se demander si cet extrémum local est aussi un extrémum global, et donc de se demander si F est toujours supérieur ou égal à moins 8. Or, on peut remarquer que quand x tend vers moins l'infini, f de xy a la même limite que x puissance 3, qui est égale à moins l'infini. On peut en déduire que la fonction f n'est pas minorée, et donc elle ne peut pas avoir de minimum global. Donc finalement, la fonction f admet un unique extrémum sur R2, et il s'agit d'un minimum local égal à moins 8, mais non global. Observons graphiquement les résultats que nous avons établis. On peut constater ici sur le graphe de la fonction f
qu'il y a bien un minimum local à un certain point. Il est difficile sur le graphique d'identifier précisément de quel point il s'agit, mais nous savons maintenant qu'il s'agit du point 2, 2. On observe également qu'il y a un plan tangent horizontal au point 0, 0, mais que le graphe traverse le plan tangent en 0, 0, et donc il n'y a pas d'extrémum en ce point. Nous avons maintenant repris les notions fondamentales sur la recherche des extrémums des fonctions de deux variables. J'espère que cette séance vous aura été utile et je vous invite à bien reprendre le cours et à traiter les exercices d'approfondissement que je vous propose dans la section suivante. Je vous dis à bientôt. Au revoir.